Arnaud Billy, bonjour. Tu es le directeur général de Maya, Maya qui est une solution à la fois de prise de rendez-vous et de téléconsultation. En préambule, est-ce que tu peux nous la présenter rapidement? Oui, tout à fait. Bonjour Lionel. Maya, c'est issu de la fusion et l'évolution de deux entités, Doc Avenue d'une part et RDV Médicaux d'autre part. C'est le fruit de 2 ans de recherche et d'analyse en co-construction avec le corps médical, couplé à une corrélation sur les réflexions de Ma Santé 2022 et un constat qu'on partage tous sur un maillage territorial morcelé et des déserts médicaux intensifiés. Donc, c'était une société qui est née au sein du groupe CGDIM il y a 2 ans en mode startup. Donc, ça a vraiment l'intérêt de l'agilité et de la réactivité d'une startup, mais ça a aussi le double intérêt de faire partie d'un groupe comme CGDIM avec une solidité financière qui est bien évidemment très importante quand on se lance dans cette activité-là et aussi une éthique médicale très très forte, parce que CGDIM équipe en fin de compte en informatique médicale les professionnels de santé depuis pas loin de 50 ans. Il y a pas mal de solutions aujourd'hui sur le marché, soit pour la prise de rendez-vous, soit pour la téléconsultation. Qu'est-ce qui vous différencie un petit peu de toutes ces autres solutions? Oui, tout à fait, tu as raison. C'est vrai qu'il y a pléthore d'acteurs sur le marché de la téléconsultation. Mais on a vraiment beaucoup d'éléments qui font qu'on est très différenciant sur ce marché-là. Le premier, peut-être, c'est cette notion de maillage territorial dont on parlait tout à l'heure, si tu veux, Lionel. Le maillage territorial, pour nous, il est capital dans notre dispositif. C'est-à-dire qu'on a une relation entre un patient et un médecin pour effectuer l'acte de téléconsultation. On va aller chercher des médecins au plus proche des patients dans les organisations territoriales, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour adresser l'intégralité des besoins des patients en France. C'est-à-dire que tu sais, comme nous, que pour la téléconsultation, c'est mis en place pour lutter contre les désertifications médicales. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu trouves d'autres acteurs de santé qui soient aussi très, très proches des patients, à commencer par les pharmaciens. Les pharmaciens, il y en a 21 000 et quelques en France. Et bien, ces pharmacies vont pouvoir accompagner les patients à effectuer un acte de téléconsultation avec les médecins. Et si on va un peu plus loin, dans le maillage territorial, on va aussi proposer cette solution de téléconsultation aux infirmières, au chevet du patient. Elles vont pouvoir aussi les accompagner pour faire des actes de téléconsultation. Et on peut continuer comme ça parce que c'est très accompagné et très réglementé, ce cadre-là. On a maintenant les sages-femmes qui peuvent aussi effectuer des actes de téléconsultation dans le cadre de suivi de femmes enceintes. On a certaines autres professions paramédicales qui arrivent aussi à ce niveau-là, que ce soit l'orthophonie, et ce qui est en cours aussi, c'est au niveau de la kinésithérapie. Donc, on accompagne en fin de compte ce maillage territorial au plus fin, et je pense que c'est déjà un premier axe exclusif, si tu veux, de la plateforme Maya. Le deuxième axe qui est très différenciant, c'est cette notion d'accompagnement. Je te parlais d'accompagnement effectivement par les pharmaciens, par les infirmières, accompagnement des patients les plus vulnérables, mais nous aussi, d'un point de vue, je dirais, plutôt opérationnel, on accompagne énormément et les patients et les professionnels de santé à l'usage. Il ne faut pas oublier, ça reste quand même un nouvel usage, c'est une pratique médicale à part entière, mais nous devons d'éduquer. On préfère prendre le temps avec le professionnel de santé plutôt que lui dire c'est très simple, tu as juste à connecter un login et un password. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais par contre, le premier usage, on va faire un vrai accompagnement. Et là, pour cela, si tu veux, on bénéficie d'une force de frappe de CGDIM dans le cadre du Covid. On a pas loin d'1 millier de personnes qui se sont mobilisées au sein du groupe CGDIM pour accompagner le soutien, le support à ce nouvel usage pour la plupart des professionnels de santé. L'autre élément qui est très très fort aussi, Lionel, c'est cette notion de téléconsultation qu'on appelle en soins non programmés, qu'on peut aussi appeler immédiate. Ce que ça veut dire par là, c'est que des médecins se rendent disponibles, selon leur disponibilité, tu imagines bien, pendant la journée, sur des plages horaires et vont donc être visibles par leurs patients ou par des nouveaux patients s'ils acceptent des nouveaux patients sur la plateforme Maya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moins de 3 minutes, en moyenne, un patient va pouvoir rentrer en contact avec un médecin. C'est quand même colossal, si tu veux. La plupart des plateformes aujourd'hui, ça se passe sur rendez-vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié de nos téléconsultations se passent en téléconsultation immédiate. Là, je pense que chacun des auditeurs, s'ils vont sur Maya à un moment donné dans la journée, ils verront 300, 400 médecins disponibles sur les milliers de médecins qu'on a, mais tu en as toujours 300, 400 qui sont disponibles immédiatement. Ensuite, si je poursuis un petit peu, si tu veux, dans les axes très, très différenciants, comme tu t'en doutes, au sein d'un groupe comme CGDIM, on accorde une importance particulière à la sécurité et au respect des données de santé. Maya est aujourd'hui le seul acteur en matière de téléconsultation à être aussi son propre hébergeur de données de santé.
il y a un agrément spécifique qui est délivré par le ministère de la Santé. Nous sommes notre propre hébergeur de données de santé. Et c'est un côté, si tu veux, qui est très rassurant pour les professionnels de santé et les patients, mais aussi vraiment pour les professionnels de santé, puisque à un moment donné, si le professionnel de santé demande où se trouvent ces datas, je pense qu'il y a certains acteurs qui auraient du mal à lui expliquer où se trouvent ces datas. Ça ne veut pas dire qu'on accède aux datas, ça veut dire qu'on sait où elles se trouvent. Et je pense que c'est rassurant de savoir que les datas se trouvent justement à Boulogne plutôt que sur un serveur basé aux États-Unis. Donc on est aussi dans cette notion, si tu veux, de sécurisation de la data qui est très importante pour nous. Ensuite, ça va de soi, mais c'est mieux de le répéter parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et ils ne le font pas tous. On respecte totalement l'axe réglementaire du ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'on est exactement dans les lignes des avenants. L'avenant numéro 6 pour les médecins, numéro 15 pour les pharmaciens et numéro 6 aussi pour les infirmières. C'est-à-dire que c'est cette notion de respect et de la philosophie des avenants qui fait que nos téléconsultations aujourd'hui sont remboursées. On n'est pas dans un cadre, si tu veux, où on a un pool de médecins salariés appartenant à CGDIM basé au nord de la France ou à l'est de Paris. On est vraiment dans un cadre où ce sont des médecins libéraux qui rendent du temps disponible prioritairement à leurs patients, mais aussi éventuellement à des patients qui seraient nécessiteux d'avoir un nouveau médecin. Voilà. Voilà un petit peu les points qui sont très, très importants pour nous aujourd'hui et très différenciants sur le marché. On voit bien que l'appartenance au groupe CGDIM est très différenciant aussi, tu le disais, hein, sur la culture de l'entreprise, sur l'aspect sécuritaire et la capacité d'être autonome sur des aspects aussi importants que l'hébergement des données de santé. Vous êtes aussi un groupe bien connu pour recueillir de la donnée et vous avez aujourd'hui beaucoup de données sur ce volume de téléconsultation depuis plusieurs semaines en temps de crise sanitaire. Le Covid aura probablement été le game changer de cette téléconsultation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette téléconsultation en temps de Covid? Oui, tout à fait. Déjà, l'intérêt de la téléconsultation, alors même si ça paraît une évidence pour chacun maintenant, hein, quelques semaines après les premiers usages de la téléconsultation dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a eu cette notion de premier filtre grâce à la téléconsultation pour désengorger les urgences, le 15, SOS médecin, etc. Tu rassures les populations. Très clairement, tu es à distance, je pense que c'est aussi du rôle du médecin de pouvoir rassurer ses patients en fonction des symptômes qu'il a, et la téléconsultation est un bon élément. Puis tu évites le déplacement des personnes potentiellement contaminées et tu évites qu'elles se déplacent dans des salles d'attente et qu'elles contaminent d'autres patients. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme avantage à tout cela. Si tu le fais aussi dans le cadre d'une pharmacie, si tu le fais accompagné en officine, ça permet aussi au patient d'aller, en même temps qu'il va faire une téléconsultation, d'aller récupérer ses traitements, d'aller récupérer des masques directement dans l'officine et de multiplier des déplacements. Donc la téléconsultation dans le cadre du Covid, si tu veux, elle a pris tout son sens, je vais te dire, malgré nous, et parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est une partie de l'équation, mais c'est une superbe variable dans l'équation. Et je pense qu'on aura par la suite une généralisation, hein, bien évidemment, de la téléconsultation, parce que les usages se sont ancrés dans la pratique quotidienne. Si je reviens sur la data, oui, effectivement, on fait partie d'un groupe qui utilise de la data avec beaucoup de précautions, et notamment au travers de notre entité du GERS Data. Et on a des éléments très intéressants sur l'observatoire, sur un panel de médecins très représentatifs, sur des médecins généralistes notamment. La première des choses, c'est qu'on s'aperçoit que seulement 15% des téléconsultations qui ont eu lieu sont liées à des cas de Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 85% des autres cas sont non pas pour de la bobologie. Il ne faut pas parler que la téléconsultation ne traite que de la bobologie. On peut parler très clairement de suivi de patients chroniques, diabète, HTA. Tous ces éléments-là, en fin de compte, sont fondateurs d'un usage généralisé de la téléconsultation. Parce que si tu as 85% des gens qui sont venus pour du hors Covid, qui sont plutôt sur la maladie chronique, la maladie chronique, malheureusement et par essence, elle va rester, elle va demeurer. Et plutôt que par la suite, retourner voir physiquement, systématiquement son médecin pour des problèmes de dosage, tu pourras alterner la téléconsultation avec la consultation en présentiel, une fois sur deux, une fois sur trois, selon les desiderata du patient et du médecin. Donc ça, effectivement, dans les autres statistiques qu'on a, on le voit, c'est-à-dire que tu as déjà eu, pendant cette période de Covid, plus de 50% des patients qui ont effectué plus d'une téléconsultation durant ce mois et demi qui s'est écoulé. Donc, si tu as généré, et voire même tu as 10% de mémoire, des patients qui ont fait jusqu'à 3 téléconsultations. Alors là, ça peut être des patients aussi qui ont été en télésuivi, tu sais, en télésuivi pour le Covid. Ça peut être aussi des patients qui sont atteints gravement d'une maladie chronique et qui ont besoin d'être suivis très fréquemment de la part des médecins.
Si on prend un cas précis, je crois que tu as plus des 2 tiers des médecins généralistes qui ont fait un acte de téléconsultation en France et tu as plus de 80% des endocrinologues qui ont fait de la téléconsultation. Les endocrinologues, c'est justement ceux qui traitent les problématiques de diabète. Donc là, on voit très clairement que l'usage s'est bien ancré et ça c'est la data qui nous permet de le voir. On a, d'un point de vue statistique aussi, intéressant, on est monté jusqu'à 25% des consultations en France effectuées en téléconsultation. On atteint un léger plateau, je dirais entre 25 et 30%, ce qui est quand même un tiers des téléconsultations, donc c'est quand même colossal. On partait de 0, quelque chose, on partait de moins de 1% avant le Covid. Ouais, on partait, allez, je vais utiliser le terme parce que ça amoindrit un peu le trait, mais on était sur un usage en devenir. Et évidemment qu'on y allait. La croissance était, si tu veux, légère mais existante au fur et à mesure des mois. Et il y a eu un boost colossal à partir de très clairement fin février, début mars. Je pense qu'on avait moins de 20 000 téléconsultations en février côté Maya pour passer à 100 000 téléconsultations en mars avec une accélération exponentielle au jour le jour en fin de compte. Donc voilà, les choses sont bien ancrées dans la pratique aujourd'hui. Ce qui est aussi important peut-être à remarquer, c'est que on a en termes d'utilisateurs, parce qu'on parle beaucoup des médecins là pour l'instant, en termes d'utilisateurs côté patients, il s'avère qu'on a aussi beaucoup de patients dans la pyramide des âges âgés. On a, je crois, pas loin de 20% des patients qui ont plus de 75 ans qui ont pu effectuer un acte de téléconsultation. Alors, accompagnés ou pas. C'est-à-dire qu'ils ont pu être en patient autonome à l'aide de leur smartphone ou alors à l'aide de leur ordinateur, mais ils ont pu aussi être accompagnés par un soignant, par un accompagnant que peut être justement un infirmier ou un pharmacien. Et c'est bien là où, si tu veux, je te disais que c'était important de pouvoir accompagner le patient, mais tous les patients. Pas seulement les patients qui sont à l'aise avec un outil type smartphone ou ordinateur, mais tous les patients en France, les plus âgés et les plus vulnérables, peuvent être accompagnés par une solution comme Maya. Avant de finir, Arnaud, le monde d'après pour Maya, pour la téléconsultation, tu le vois comment? Alors écoute, je vois très clairement un avant et un après Covid en termes d'usage de la téléconsultation. On l'a bien vu au travers des statistiques, tant du patient que du médecin. On est aujourd'hui à peu près 30% des consultations qui sont des téléconsultations. Moi, j'estime que par la suite, on va être entre 20 et 25%, donc un quart des consultations qui peuvent vraiment continuer à être des téléconsultations. Encore une fois, on n'est pas du tout à juste traiter de la bobologie en termes de téléconsultation. On peut tout à fait traiter les patients chroniques, tels qu'on le disait, de manière cadencée entre de la téléconsultation et de la consultation. Et donc je pense que les pratiques sont ancrées. Il y a eu un accélérateur d'éducation lié au Covid et les gens ne font pas marche arrière sur un usage post-Covid. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important pour nous. Et dans ce cadre-là, en fin de compte, si la téléconsultation évolue, l'usage massif aussi de la prise de rendez-vous en ligne évolue. Nous, on a énormément d'utilisateurs de la prise de rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, CGDIM, c'est 100 000 professionnels de santé qui utilisent des outils d'agenda Maya. Donc ça ancre, si tu veux, la pratique digitale patient-professionnel de santé de manière pérenne dans le panorama de la santé et de la relation patient-praticien. On a clairement, nous, cette vocation d'être l'assistance santé digitale de référence entre les patients et les professionnels de santé. Et ça se fera, les acteurs du privé comme nous, en communion avec les acteurs plutôt du public dans le cadre de Ma Santé 2022. Donc très clairement, si tu veux, nos solutions vont toujours se développer dans un champ et dans une perspective de Ma Santé 2022. C'est d'ailleurs pour ça, si tu veux, que nos solutions, déjà aujourd'hui, mais encore plus à l'avenir, sont totalement ouvertes et interopérables avec toutes les solutions du marché. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, c'est très clair. En tout cas, bonne continuation de confinement pour toi, pour tes équipes. Bonne continuation de développement de cette téléconsultation pour les patients et les soignants. Et puis à très bientôt, j'espère, dans la vraie vie. Et voilà, bon courage. Eh ben, merci beaucoup Lionel, merci à tout le monde. Restez chez vous, safe. Et à très bientôt, alors dans la vraie vie ou tout au moins dans la vie avec un certain contact. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.